Bon cours, ça enregistre. Avez-vous des questions? Personne n'a des questions? Alors aujourd'hui, nous continuons le cours sur les polynômes de K approché. Plus précisément, on commence à travailler sur les polynômes de degré inférieur ou égal à n. Définition, soit n un antinaturel, on note qu'n approché x, ça se prononce comme ça. L'ensemble des polynômes de degré inférieur ou égal à n. Remarque, attention, de degré inférieur ou égal, et pas de degré égal. Plus précisément, certes, si un polynôme est de degré n, exactement n, alors il est donc n approché x, mais il y a aussi des polynômes de degré inférieur ou égal. Et alors, pourquoi est-ce qu'on prend cette précaution? Pour la raison suivante. Juste avant, je vous illustre le fait sur une valeur faible de n. Si vous prenez n égale 2, par exemple, vous êtes en train de regarder les polynômes de degré exactement 2, c'est-à-dire les polynômes qui s'écrivent à 0, de degré inférieur ou égal à 2, pardon, à 0 plus a avec x plus a2x carré, avec A0, A1 et A2, qui sont des scalaires quelconques. Si on demandait des polynômes de degré inférieur, si on demandait des polynômes de degré égal à 2, on aurait besoin d'imposer que le coefficient A2 est non nul. Et ce n'est pas le cas. On demande des polynômes de degré inférieur ou égal à 2, ainsi A2 peut être nul. Alors également d'ailleurs, et même à 0. Et alors pourquoi est-ce qu'on prend cette définition? Pour la raison suivante. On a une proposition qui est que Kn approché x est un sous-espace vectoriel. De K approché x. Eh bien, vous voyez, si on imposait au polynôme être degré exactement 2 ou exactement n, ce ne serait pas un sous-espace vectoriel, puisque, par exemple, ça ne contiendrait pas le polynôme nul. Or, on sait que le sous-espace vectoriel, par définition, ça doit contenir le polynôme nul. Et donc, l'assertion qui est là, Kn approché x contient le polynôme nul, deviendrait fausse d'accord? Bon, il n'y a pas que ça qui deviendrait faux. Notez que je préfère vous l'écrire, Kn approché x, c'est inclus dans K approché x, c'est pour ça que je vais sauter un peu de place. Kn approché x est inclus dans K approché x. Enfin, la stabilité par combinaison linéaire, eh bien, il se trouve que la stabilité par combinaison linéaire serait également fausse si on demandait au polynôme d'être de degré exactement n, pour la raison suivante. Si vous prenez soit P et Q dans Kn approché x et lambda P, lambda et mu dans K, il faut prouver que lambda P plus mu Q appartient à Kn approché x. C'est-à-dire il faut regarder le degré de lambda P plus mu fois Q. Et bien vous voyez, c'est le degré d'une somme. Le degré d'une somme, on a vu hier que ce n'est pas égal
au maximum des degrés. Ce que je suis en train d'écrire là est faux. Si cette formule était vraie, P et Q sont les 2 degrés N, leur somme serait 2 degrés N et on aurait gagné. Mais non, cette formule est fausse, le max de degrés de somme est inférieur ou égal au max des degrés. Ainsi, quand on additionne 2 polynômes de degrés N, eh bien, on risque d'avoir une diminution du degré. C'est une autre raison pour laquelle là on est obligé de prendre inférieur ou égal. Alors, c'est égal à degré de lambda P, degré de Q. Et degré de lambda P, de toute manière, c'est inférieur ou égal au degré de Q. Le degré de Q. Puisque si vous, quand vous prenez un polynôme que vous le multipliez par une constante, soit la constante est nulle, vous tombez sur le polynôme nul, soit la constante est non nulle, et vous ne modifiez pas le degré. Dans les deux cas, cela est inférieur ou égal à Q. Quel crochet X est un sous-espace vectoriel. Et alors, plusieurs d'entre vous m'ont déjà posé la question sur une base de K crochet X. Alors, de base de K crochet X, on est un petit peu embêté. Le théorème que je vais vous écrire là est vrai, mais il est encore un peu hors de notre portée, après bref. Enfin, il y a une complication. Si je vous écris ça, c'est vrai, mais il y a un petit souci. Donc je ne vais pas vous l'écrire, enfin il y a un petit souci, ce qui fait donc je ne vais pas vous l'écrire, donc le programme nous dit de laisser ça de côté pour l'instant. On en parlera. La complication, c'est que là vous avez une famille infinie. D'accord ? Bon, on verra, ça marche très bien quand même. Pour contrer cela, on se contente d'un résultat qui est déjà pas mal. Une base de Kn crochet X, c'est cette famille. Je vous rappelle que ce E, c'est x puissance 0. Hein. C'est bien un polynôme. N'est-ce pas? Bon. Eh bien, la preuve est élémentaire. Tout polynôme de degré inférieur ou égal à n est combinaison linéaire de cette famille. N'est-ce pas? Tout polynôme de K2 crochet X est combinaison linéaire de 1, X et X. Et en plus, cette combinaison linéaire est unique. Pourquoi est-elle unique? Pourquoi cette combinaison linéaire est unique? Des coefficients, c'est la paradicité des coefficients. D'accord? Est-ce que vous pouvez rappeler le lien entre base des familles? Famille, c'est simplement une collection d'ensemble. Une base, c'est une famille. Famille, c'est juste un mot vocabulaire, c'est un ensemble de vecteurs, d'éléments. Et une base, on dit qu'une famille est une base lorsque tout élément de l'ensemble considéré se décompose de manière unique comme combinaison linéaire de ces éléments. Famille, c'est juste le nom, la collection, l'ensemble. Remarquez que, pour l'instant, ça n'a pas une importance capitale, ça en aura une. Faites attention, dans cette famille, il y a n plus 1 polynôme. D'accord?
Voilà, on a fini de construire l'ensemble des polynômes. On commence un deuxième paragraphe. Vraiment nouveau celui-là, quelque chose que vous n'avez jamais étudié. L'arithmétique des polynômes. Alors pour ceux qui ont fait déjà de l'arithmétique sur les entiers, vous allez retrouver des notions déjà familières. Pour ceux qui n'ont pas fait d'arithmétique, ne vous inquiétez pas. Je vais quand même illustrer les notions d'arithmétique des entiers. Vous n'avez pas besoin d'avoir eu un cours pour connaître leur vocabulaire. Bon, je ne dis pas que faire de l'arithmétique des entiers, c'est facile, mais les notions en jeu, elles sont simples à comprendre. Et pour ceux qui ont fait de l'arithmétique des entiers, ce paragraphe est bizarrement plus facile, beaucoup plus facile que les entiers. C'est beaucoup plus facile que les entiers, beaucoup plus. Bizarrement. Alors, ça marche comme ça. Petite division. Définition. Soit. J'ai noté. Soit A et B, deux polynômes. On dit que A. Non. On dit que B divise A. Notez B, une barre verticale A, lorsque il existe C appartenant à K chez X, tel que A égale BC. Remarquez. Pour tordre le cou de suite à une mauvaise compréhension, évidemment qu'on peut tout opposer C égale sur B. N'est-ce pas? Vous prenez les deux polynômes A et B, bon, vous supposez que B est non nul quand même, et vous pouvez toujours pas vous dire que C, si vous posez C égale sur B, ben c'est bon, A égale BC. Et oui, mais c'est exactement comme dans les entiers naturels. Est-ce que 2 divise 4? Oui. Est-ce que 2 divise 7? Non. Pourquoi est-ce que 2 ne divise pas 7? Parce que le rapport c'est 7 demi, c'est pas un entier. D'accord? Voilà. Et ici, est-ce que B divise toujours A? Non, parce que C, ça c'est un rapport de polynôme. Je vous ai dit hier que un rapport de polynôme, ça appartient pas toujours à K chez X, ça appartient à un ensemble un peu plus compliqué, c'est K bracket X, et pas toujours K chez X. Regardons quelques illustrations pour comprendre ce qui se passe. C'est très simple. Hein. X divise X carré, car X est égal à X fois X. J'ai eu tort de prendre X carré. X carré plus 2X. Car X carré plus 2X, c'est égal à X fois X plus 2. En revanche, X ne divise pas X carré plus 2X plus 1. Car, eh bien, si vous, C, il vaudrait quoi? Il vaudrait X carré plus 2X plus 1 sur X, ben ça, c'est pas un polynôme, ça. D'accord? C'est un rapport de polynôme, c'est une fraction rationnelle, ça, ben comme ça. C'est clair? C'est pas bien méchant. Quand est-ce que B divise A? Ben, tout simplement, quand on peut mettre B en facteur dans A. Tout simplement. Et alors, il y a des cas particuliers à regarder, qui sont les cas particuliers suivants. Qui divise A? Ça s'appelle les diviseurs de A. Quels sont les polynômes qui divisent A? J'ai
Quels sont les diviseurs du polynôme A nul? Quels sont les diviseurs de 0? Quel polynôme peut être factorisé par 0? Tout polynôme. Puisque 0, c'est 0 fois tout ce que vous voulez. Tout polynôme. Car 0 égale B fois 0. À l'inverse, B égale 0 divise qui? Ça s'appelle les multiples de B égale 0. Zéro ne divise que, voilà, que lui. Parce que quand est-ce que vous pouvez écrire que A est égal à 0 fois C? C'est 2 à 0. D'accord? Ça, c'est le cas particulier de 0. Maintenant, regardons le cas particulier du polynôme constant égal à 1. Alors, c'est un cas très très particulier qui fait partie d'un troisième cas particulier que j'écrirai là. Néanmoins, je le fais. Diviseur de A égale 1. Quel polynôme divise 1? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on arrive à écrire 1 égale B fois C? B et C sont deux polynômes. Alors, vous avez raison. 1 est un polynôme inversible, tout à fait. Ah oui, vous voulez me dire que B et C sont inversibles. Oui, oui, vous avez parfaitement raison. Quand est-ce qu'on peut écrire ça? Quand B est inversible. Et qui c'est qui est inversible? Ce sont les polynômes, on l'a vu hier. Non, constant non. Les polynômes, constants non nuls et c'est tout. Pourquoi? Parce que 1 égale BC implique B inversible, implique B constant non nul. Dans notre sens, multiple de B égale 1, qui est multiple du polynôme constant égal 1, qui sont les multiples du polynôme constant égal 1. C'est-à-dire qu'on peut écrire A égale 1 fois C. C égale A, c'est-à-dire il y a un coefficient de B. Ah non. Quand est-ce qu'on peut écrire A? Ah, quand A et C ont le même coefficient, mieux, quand A et C sont égaux. Oui, 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 c'est vrai, d'accord. Mais et après, quels sont les polynômes A qui marchent? Quels sont les polynômes A pour lesquels il existe C tel que A égale 1 fois C? Non? Tout polynôme. Puisque vous pouvez tout écrire A égale 1 fois quelque chose. 1 divise tout polynôme. Mais les seuls polynômes qui divisent 1 sont les constantes non nulles. Regardons la notion similaire sur les entiers naturels. Je me place sur les entiers naturels. Hein. Je regarde pas, je dégage les premiers signes, que des petits. L'entier 0 divise quel entier? Ben 0. Parce que quand est-ce qu'on peut écrire non, excusez-moi, je vais dire. L'entier 0 divise quel entier? Ben, tout entier. Parce qu'on peut toujours écrire 0 égale n fois quelque chose. N fois 0. En revanche, qui sont les multiples de 0, qui sont les entiers qui sont multiples de 0, c'est-à-dire quels sont les entiers qui sont divisibles par 0? Ben, que lui-même. Il n'y a que 0 qui est divisible par 0. Il n'y a que 0 qui est multiple de 0. Quels sont les diviseurs de l'entier 1? Quels sont les entiers qui divisent 1? Ben, il n'y a que lui-même. Parce que de même, si vous écrivez 1 égale BC avec B et C entier, ça implique que B et C soient des entiers inversibles. Mais un entier inversible, il n'y a que 1. 2 c'est inversible, c'est inversible avec lui, c'est inversible. De manière similaire, en revanche, qui sont les entiers qui sont multiples de 1? Ben, tout entier. Parce que n, c'est 1 fois n. Donc ça marche exactement pareil que dans les entiers.
C'est presque exactement pareil, c'est pas tout à fait vrai. Il y a un truc qui change, c'est que dans les entiers, là je vous aurais écrit le polynôme 1. Là c'est légèrement plus compliqué, c'est pas les polynômes 1, c'est les constants non nuls. C'est-à-dire c'est le polynôme multiple de 1. En fait, ça ressemble énormément aux entiers à une nuance près. C'est que 1 est remplacé par les constantes non nulles. Le cas un peu plus général que ça, c'est ils sont les diviseurs de A lorsque A est une constante non nulle. Eh bien, les constantes non nulles. Et de même, qui sont les multiples d'une constante non nulle, de polynôme constant non nul, tout polynôme. Ainsi, de même que dans les entiers, enfin plutôt dans les entiers, les deux nombres qui jouent des rôles particuliers, c'est 0 et 1. Dans les polynômes, ce n'est pas le polynôme 0 et le polynôme 1. C'est le polynôme 0 et les constantes non nulles qui jouent des rôles particuliers. Les constantes non nulles sont des diviseurs universels. N'importe quel polynôme est divisible par les constantes non nulles. En revanche, les constantes non nulles ne sont divisibles que par elles-mêmes. Et alors, cette relation sur les de divisibilité, ça s'appelle une relation binaire, parce que ça concerne deux éléments. Binaire, ça veut dire qu'il concerne deux éléments. Un système d'étoiles binaires, c'est quand il y a deux étoiles. Et alors, cette relation, elle présente des propriétés. Les relations binaires, elles présentent, il existe tout un vocabulaire sur les éventuelles propriétés des relations binaires. C'est le vocabulaire de réflexivité, de symétrie et de transitivité. La réflexivité, c'est est-ce qu'un polynôme se divise lui-même? C'est vrai ou c'est vrai ça? Oui, bien sûr, je suis d'accord. A égale A fois. Oui. Est-ce que c'est transitif? C'est-à-dire, quel que soit A, B, C appartenant à K crochet X au cube, est-il vrai de dire A divise B et B divise C implique A divise C? Est-ce que ça c'est vrai? Oui, bien sûr, puisque A divise B, ça veut dire qu'on prend A, on le multiplie par quelque chose pour aboutir à B. Et pour passer de B à C, on multiplie encore par quelque chose. Donc pour passer de A à C, vous multipliez deux fois par deux trucs différents. Donc c'est oui. Enfin, est-ce que la est-ce que la relation est symétrique? Alors symétrique, c'est ça. Est-ce que A divise B, c'est pareil que B divise A? Est-ce que c'est vrai ça? Non, par exemple? Ah, si vous voulez faire un. Si B vaut 0, alors tout polynôme le divise. Donc, en gros, vous prenez n'importe quoi là. X divise 0, mais 0 ne divise pas X. Ah, la symétrie, c'est un échec. Alors, on va regarder l'antisymétrie aussi. Quel que soit AB appartenant à K crochet X, au carré, est-il vrai que si A divise B et que B divise A, alors A égale B? Cette relation est vraie ou pas?
A divise B, intuitivement, ça signifie que A est contenu dans B. B divise A, ça signifie que B est contenu dans A. Parce que pour autant, A égale B. Et non, il y a un petit piège. Il y a un petit piège. Pas exactement ça. A et B sont presque égaux, mais ils sont égaux. Est-ce que quelqu'un voit ce qui se passe? Dis-moi un autre exemple. C'est pour les constantes Non nul. non nulles. Ouais, c'est ça. Les constantes non nulles qui viennent de mettre le hasard. Si vous prenez x et 2x, vous prenez x et 2x, et b égale 2x. Vous prenez x égale 2x, x et 2x, a divise b, et b divise a, mais a est différent de b. Alors, à ce propos, j'attire votre attention sur un point. Et c'est un point justement qui va desservir ceux qui ont fait de l'arithmétique des entiers. Aujourd'hui, on travaille avec des polynômes dont les coefficients sont dans le quart. Et si un polynôme dont les coefficients sont des rationnels, 1,5 c'est pas un problème. Ceux qui ont fait de l'arithmétique et des entiers, quand vous voyez 1,5, vous arrêtez de tout, c'est plus de l'arithmétique et des entiers. Ça reste de l'arithmétique et des polynômes. Vous ne pouvez pas diviser par un polynôme, mais diviser par un entier ou un réel, c'est pas un problème. Dans le quart, pour chez x. Enfin, une proposition toute bête. Si B divise A, alors A égale 0 ou degré de B est inférieur ou égal à degré de 1. Sans surprise, quand un polynôme en divise un autre, c'est qu'il va faire plus petit au sens des degrés. Pareil, dans les entiers, c'est évident. Si 2 divise 6, ben alors 2 est plus petit que 6. Oui, bien sûr. Si le nombre en divise un autre, c'est qu'il est plus petit. Sauf pour le cas particulier du nombre de l'entier qui est universellement divisible, c'est-à-dire 0. Si vous mettez le seul polynôme universellement divisible, c'est le polynôme nul. Si vous le mettez de côté, quand B divise A, alors B est 2 degrés plus petit que 1. Preuve. Il existe C appartenant à 4 projet X tel que A égale BC. Il faut que je regarde les degrés. Faisons-le. Degré de A égale degré de B plus degré de C. Bon, si A est nul, il n'y a rien à dire. Non, c'est pas ce qu'il y a à dire. Oui, ici. Si A est nul, il n'y a rien à dire. Bon, ben voilà. Sinon, le degré de A, c'est un entier. Même mieux. Sinon, si A est non nul, ni A, ni B, ni C ne sont nuls. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette relation? Quand on met de côté le polynôme nul. Degré de A, degré de B, degré de C, ce sont donc des... Quand on met de côté le polynôme nul, le degré, c'est automatiquement un entier, naturel. Cette relation, leurs degrés sont des entiers. Naturel. Vous avez mis de côté ce degré bizarre, spécifique qui est monétique. Et alors vous avez degré de A égale degré de B plus degré de C. Et c'est des entiers. Donc degré de C, c'est positif. Et si degré de C est positif, c'est gagné. Donc, degré de A est supérieur à degré de B. D'accord? C'est bon pour tout le monde? Voilà, ça c'est la présentation de la divisibilité des polynômes. Maintenant, on passe à la division quotidienne mais des polynômes.
Je vous présente la théorie, je sursois pour la démonstration et on fait des exercices pour illustrer ce qu'il se passe. Théorème. Soit A appartenant à K crochet X et B appartenant à K crochet X non nul. Il existe un unique couple QC et QR. Tel que A égale B plus R, degré de R, c'est quand même inférieur à degré de 2. Alors, ce que nous allons faire, bon, la démonstration, on va la faire, elle est malheureusement un peu difficile. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà, on va faire des exercices tout bêtes, numériques, élémentaires. Ensuite, je vais vous donner un exercice d'application un petit peu théorique, et enfin, on fera cette démonstration que je vais vous faire pour Tout d'abord, ça ressemble à s'y méprendre dans la division des entiers. A égale BQ plus R, Q s'appelle le quotient, L s'appelle le reste. C'est la division euclidienne des entiers écrite avec des majuscules. Ceux qui ont fait de l'arithmétique, ils ont écrit ça avec des minuscules, mais là c'est avec des majuscules. Et c'est plus facile à manipuler qu'à la division euclidienne des entiers. Voici comment ça se manipule. D'abord, je vous fais des exemples numériques. Et après, on va un peu regarder, un peu creuser. Exemple. Alors, je le fais pour A égale x3 plus x carré plus x plus 1. Et B égale x moins 1. Je commence un truc, je l'arrête, pour vous montrer une technique bien plus spécifique, bien plus facile. Et je commence quand même avec quelque chose. Jamais le théorème, pour l'instant. On est en train de dire que A s'écrit B fois Q plus R. Ça c'est Q, et ça c'est R. Mais en plus, on est en train de dire que le degré de R est strictement inférieur au degré de B. Et donc, on est en train de dire que R est de degré combien? 0. Pas tout à fait. 0 ou moins l'infini. Inférieur strictement à 1. Le reste pourrait être nul. Ça devrait pour être enfin bref, on est en train de dire que R est une constante. D'accord? Donc, on est en train de dire que là, il y a une constante que je vais noter les coefficients de R, je vais les noter avec des B, et les coefficients de Q, je vais les noter avec des A. Et du coup, qu'est-ce qu'on peut dire sur le degré de Q? Et le degré 2, n'est-ce pas? Parce que là, vous avez un polynôme de degré 3, là, vous avez un polynôme de degré 1. Si vous faites passer B0 à gauche, A moins B0, ça reste le degré 3. Ça, c'est le degré 1, donc ça devrait être le degré 2. Vous êtes d'accord? Et donc là, vous avez du A de x carré plus A1x plus A0. Et comment continuer le calcul? Par identification. On développe et on identifie. D'accord? C'est une manière qui marche. Ok? Bon. Heureusement, il y a une technique plus facile, plus rapide.
Autre représentation. Ça se présente exactement comme la division euclidienne des entiers. Vous faites ça. Et vous vous dites, dans x cube plus x carré plus x plus 1, combien de fois vont x moins 1? Sauf que, vous ne vous concentrez pas sur les coefficients, on travaille dans dans 4 chez x. Donc les coefficients, c'est n'importe quel réel. Si vous avez besoin de prendre un demi, vous prendrez un demi. Si vous avez besoin de prendre un 4/7, vous prendrez un 4/7. Ce n'est pas les coefficients qui vont poser des problèmes. Ce qui va devoir guider notre réflexion, c'est le degré. Dans x cube, combien de fois vaut x moins 1? Eh bien là, je suis obligé de mettre un polynôme de degré 2. Vous sommes d'accord? Je vais, dans x cube, combien de fois x vaut x moins 1? Ben x carré fois en fait. C'est d'accord pour tout le monde que je dois mettre un x carré? Ouais. De sorte que, en bas à gauche, j'écris x fois carré fois x moins 1. Ça fait x fois moins x2. Je retranche, les x cubes partent, j'ai gagné, j'ai commencé à abaisser le degré. Je fais ça moins ça me fait 2x carré, plus x plus 1. Je continue. Dans 2x carré plus x plus 1, combien vaut de fois x moins 1? 2x fois. Le coefficient, on s'en fout, enfin, ça fout, non, il faut y porter attention, mais c'est un réel, hein, donc si c'était un quart, ça ne peut pas pour le 2. J'écris en dessous 2x carré moins 2x, je retranche, effectivement les x carrés se sont simplifiés, ça me fait 3x plus 1. Dans le 3x plus 1, combien de fois vont x moins 1, x moins 1? Plus que 3 fois. 3x moins 3, je retranche, ça me fait 4. Dans le 4, combien de fois vont x moins 1? 0 fois. Parce que 4 est de degré strictement inférieur à x moins 1. C'est fini. Dans 4, combien de fois vont x moins 1? 0 fois. C'est-à-dire le degré de 4 est strictement inférieur au degré de b. 4, c'est donc le reste. Et le quotient, c'est x carré plus 2x plus 3. Voici Q. Et voici R. Nous sommes d'accord? Voici la division euclidienne de A par B. Avec la présentation sous forme de potence, comme en primaire, avec la division euclidienne des entiers. C'est d'accord? Et avec le même vocabulaire. Dans ceci, combien de fois voit cela, un certain nombre, on écrit, on retranche. Exactement la même technique que pour les entiers naturels, sauf qu'il faut porter notre réflexion non pas sur la valeur des entiers, mais sur le degré des polynômes. Ok? Allez, je vous donne 2 exercices numériques purement numériques. Je prends sciemment des coefficients un peu pénibles, je ne vais pas trop en degré, pour que vous compreniez que mettre des 2/7 ou faire des fractions, c'est pas un souci. D'accord? D'accord? Et puis je pourrais même mettre des réels non rationnels. Je pourrais même mettre du pi ou du petit e. Bon, je vais peut-être pas le faire quand même. Et puis, petit 4, vous allez réfléchir à la situation suivante. Que se passe-t-il si on divise par x moins r où r annule A, exemple avec A égale et B égale. C'est pas grave, vous allez mettre 2. Allez, je vous en mets 2.
exemple avec 1 doit être la racine de ce polynôme. 1 moins 3, ça fait moins 2, plus là, je vais prendre 5 moins 3, là, c'est moins 2. C'est ça 1 moins 3, ça fait moins 2. Plus 4, ça fait plus 2, moins 2. C'est ça. Allez, on travaille. Allez, on travaille. Voilà. Alors, même si dans l'immense majorité des exercices, on rencontrera des entiers bontains, voire dans les cas les plus fous, d'un tiers ou d'un demi, il faut avoir conscience que les coefficients sur lesquels on travaille sont des réels ou des complexes. Et donc, toute la théorie marche parfaitement avec des fractions moches, voire avec des sur pi, où il n'y a aucun problème. Contrairement à ce que peuvent provisoirement penser ceux qui ont fait pas mal d'arithmétique. Non, on ne fait pas d'arithmétique des entiers. Hein. L'arithmétique et les polynômes, les entiers n'interviennent que dans les puissances en fait. Donc voici la première division euclidienne qui donne je ne sais pas quoi, je m'en fous. La deuxième, on trouve, comme on pouvait s'y attendre, quand R est une racine du polynôme A, on sait, vous savez, que ce polynôme A peut se factoriser par x moins R. C'est-à-dire, en pratique, on sait que le reste va être nul. Ce qu'on constate à nouveau sur cet exercice, c'est pas grave. L'explication générale est la suivante. Si R annule A, vous écrivez la division euclidienne de A par R. A égale BQ plus R. Bien. Mais, ici, Q c'est x moins 1. Non, c'est pas Q, c'est B. Ici, B c'est x moins 1. De degré 1. Donc, degré de B, donc degré de R, est strictement inférieur à degré de B, c'est-à-dire strictement inférieur à 1, c'est-à-dire R est une constante. Nul ou pas, je ne sais pas. Pas encore. Je la note B0, comme tout à l'heure. A, c'est BQ plus B0. On évalue en R. On a A de R égale B de R fois Q de R plus B0. D'accord? Sauf que R est une racine de A, donc A de R égale 0. Et B de R, c'est R moins R, hein, ça vaut 0. Donc, 0 égale 0 plus B0. B0, c'est-à-dire le reste, est nul. Ainsi, la division euclidienne est une nouvelle technique pour factoriser une équation polynomiale quand on a déjà découvert une première racine. En début d'année, on a travaillé déjà avec des équations polynomiales. On sait les résoudre à vue quand le degré est inférieur ou égal à 2. Mais à partir du degré 3, vous savez bien que on doit en passer par trouver une solution plus ou moins évidente, puis factorisée. En début d'année, la factorisation, on la faisait par identification. Mais grâce à la division euclidienne, la factorisation, on pourra la faire plus rapidement en calculant un quotient, le reste devant être nul. D'ailleurs, si je me souviens bien, il y a plusieurs parmi vous qui interviennent ont déjà rencontré cette division euclidienne pour factoriser les solutions, les équations les équations polynomiales. La justification est là. Nous sommes d'accord? Quand R est une solution de l'équation x égale 0, l'équation se factorise par x moins 0. C'est ça maintenant. De manière générale, proposition. B divise A, si et seulement si.
le reste de la division euclidienne de A par B est nul. C'est une légère généralisation de ce que je viens d'écrire. C'est d'accord pour tout le monde? Bravo. C'est clair pour tout le monde où je vous mène, là je vous balade pas trop. Pour l'instant, j'ai admis le théorème de la division euclidienne, qui est difficile à prouver, on va le faire. Et je regarde des cas numériques qui débouchent sur un théorème que vous connaissez déjà en fait. Hein. Et donc je vous le donne dans la foulée, quoi. Et après, on va prouver la division euclidienne. Donc, preuve. Si B divise A et dans l'autre sens, si R égale 0. Alors, si B divise A, il faut que je montre que le reste est nul. Il existe C appartenant à K crochet X, tel que A égale BC, que j'écris A égale BC plus 0 avec degré de 0 qui est inférieur strictement au degré de B. La belle affaire, le degré de 0, c'est moins infini, il est inférieur à tout ce que vous voulez. Et alors, qu'est-ce qu'on peut dire? A égale BC, je l'écris A égale BC plus 0 avec degré de 0 inférieur strictement au degré de B. On reconnaît exactement, mais c'est coupé par la partie. On reconnaît exactement. Ne perdez pas de vue ce que je veux prouver. Je veux prouver que le reste égale 0. C'est bon? Alors, comment est-ce que je fais pour prouver que R égale 0? A égale BC plus 0, avec degré de 0, c'est que inférieur à degré de B. Cette accolade-là, où est-ce qu'il est le reste là? 0 et c'est ça. C'est-à-dire qu'il se trouve que C et 0 vérifient exactement ce qui est écrit là. Si vous posez Q égale C et R égale 0, vous avez ça qui est vérifié. Mais la division euclidienne, on n'a pas compris, elle est unique. Vous avez, là, on vient d'écrire une division euclidienne. A égale BC plus R, avec R égale 0, et degré de R, strictement inférieur à degré de B, qui est une division euclidienne. Par unicité, c'est la seule. Donc, Q égale C, donc non seulement Q, et surtout R égale 0. Donc non seulement qu'aujourd'hui. A égale BC plus 0 avec degré de 0 strictement inférieur à degré de B, c'est une division euclidienne. Comme la division euclidienne est unique, le reste c'est 0 et le quotient c'est C. Ok? C'est bon? Deuxièmement, si R égale 0, il faut que je montre que A est divisible par B. Bon, alors A égale BQ plus 0, c'est-à-dire A égale BQ, bon ben c'est fini. Donc B divise A. Et Q divise A, ben on s'en fout. Et moi, ne s'en manque qu'aujourd'hui. Donc c'est comme ça, c'est la première stage. Nous sommes d'accord?
Allez, maintenant on va partir sur la preuve de la division euclidienne. Je dois prouver l'existence de l'unicité. Je commence par l'unicité. Souvent l'unicité est plus facile. Je commence par l'unicité parce que c'est plus facile, pas parce que. Pas pour des raisons théoriques, juste par la chute. Unicité. On ne sait jamais si les constats suspendus avant la fin de la classe, on fait que la partie facile. Donc je suppose qu'il y a deux divisions euclidiennes et on doit prouver qu'elles sont égales. Soit deux décompositions, soit deux divisions euclidiennes. Division euclidienne, on va l'écrire assez souvent, je l'écrirai désormais D.E. D.E. D'accord? Division euclidienne. A égale BQ1 plus R1 et A égale BQ2 plus R2 avec respectivement degré de R2 et degré de R1 strictement inférieur au degré de B. Alors, BQ1 plus R1 égale B plus 2 plus R2. Je laisse de côté A. Donc, je rassemble d'un côté les restes, de l'autre côté les quotients. Je mets les quotients Q à gauche et les restes R à droite. Eh bien, ce que je viens d'écrire, B fois Q1 moins Q2 égale R2 moins R1, ça se lit, il y a plusieurs manières de le lire, et ça se lit, ma chaîne divise bidule. Qui divise qui? Il y a plusieurs réponses, certaines qui aboutiront à rien, d'autres qui vont aboutir. Qui divise qui? Q1 moins Q2 divise A. Non, pas. C'est pas. R2 moins R1. Donc, Q2 moins Q1, Q1 moins Q2, non, c'est Q1 moins Q2, Q1 moins Q2 divise R2 moins R1, c'est ça? C'est ça? Et l'autre manière de le lire, B divisé R2 moins R1. Et alors, la manière fructueuse, c'est celle de droite. Celle de gauche, elle va aboutir à rien. Je l'ai écrit, je le barre parce qu'elle ne sert pas. Pourquoi ne sert-elle pas? Eh bien, parce qu'il n'y a aucune condition sur Q. Et alors, ce qui est à gauche, ça met en jeu Q, mais Q, il n'y a aucune condition sur le degré ou quoi ou presque. Donc celle de gauche, elle ne va servir à rien. C'est celle de droite qui va servir. B divise. Oui, c'est ça. B divise R2 moins R1. En termes de degré, qu'est-ce qu'on peut dire si un polynôme en divise un autre? Ouais, R2 moins R1, c'est le degré inférieur. Ah non. Supérieur? B divise R2 moins R1. Oui, mais là, Ah oui, mais en l'occurrence, il est de degré inférieur, d'où la contradiction. D'accord, vous avez raison. Vous noterez que je mets une barre, à droite, je vais compléter. Donc il est en train de me dire, degré de B est inférieur ou égal à degré de R2 moins R1, mais degré de R2 moins R1, on va faire les choses proprement, c'est inférieur ou égal au max de degré de R2 et degré de R1. Ma barre, je l'ai mise pour attacher. Qui est strictement inférieur, c'est écrit là-bas, à degré de B. Donc, degré de B est strictement inférieur à degré de B, il y a un problème. Impossible. Est-ce que c'est satisfaisant, ça? C'est quand même gênant. Pour vous regarder que votre division euclidienne est impossible. C'est quand même gênant. Alors, où est la petite bêtise? Qu'est-ce que je vais écrire à droite? Bah, pour deux divisions. Ah, c'est vrai, vous avez raison. Si je rajoute, on suppose R1 et R2 distincts, on prouve qu'il y a une possibilité, on a gagné.
Oui, sauf que R2, R1 et R2 distinct, où c'est que je les ai fait jouer là? Nulle part. Donc, vous avez raison, ça tourne autour de ça. C'est un petit truc. S'ils sont pas distincts, c'est égal à 0. S'ils sont liés. Là, j'ai bugué là. S'ils sont pas distincts. Il faut prouver qu'ils sont égaux en fait. Allez, je vais mourir. Je vais mourir pas trop. Oui. Là, on a pris un B quelconque. Non, B il est fixé. C'est un polynôme fixé, non? Quand on a qu'un polynôme indivise un autre, c'est que son degré est inférieur. Celui de degré de gauche est inférieur à celui de droite. Ou le cas spécifique, où il y a un moins infini en jeu, et c'est lequel qui est moins infini, c'est celui, et donc c'est lequel qui est le polynôme nul. C'est celui de gauche ou celui de droite? C'est celui de droite. Quand B divise A, c'est que ça implique que le degré de B est plus petit que A, sauf si A est le polynôme nul. Donc là, il y a le degré de gauche est inférieur au degré de droite, sauf si R2 moins R1 égale 0. On est sauvé. Ça, c'est impossible, mais ça nous implique donc R1 égale R2. Mais, et alors, BQ2 moins Q1, BQ1 moins Q2, pardon, égale 0. Comme B étant nul, Q1 moins Q2 égale 0, I2. Q1 égale Q2, j'ai gagné. Voilà. En fait, quand on a dit qu'un polynôme indivise un autre, ça implique une relation sur les degrés, c'est pas tout à fait vrai. Ça implique une relation sur les degrés, sauf dans un cas spécifique. La relation sur les degrés aboutit à une contradiction. Le cas spécifique est celui qui aboutit à la conclusion. C'est bon tout le monde? Oui. Eh bien, ça, oui, c'est très impossible. Parce que dans la colonne de gauche permettrait d'avoir R1 et R2 distincts, ce qui serait le ça. Et non, en fait, si vous supposez R1 et R2 distincts, vous avez là une relation entre deux polynômes non nuls. Quand l'un divise l'autre, c'est que le degré de celui de gauche est inférieur à celui de droite. C'est impossible. C'est donc que R2 et R1 sont distincts. Ils sont où ne sont pas distincts. C'est une autre manière de réagir, si vous préférez. Là, j'aurais pu écrire soit deux divisions euclidiennes distinctes, et on aboutit à notre relation. C'est bon? Maintenant, la preuve de l'existence. La preuve de l'existence est difficile. Je vais noter A, pardon. Notons N, le degré de A. On va noter P, le degré de B. Je vais appeler A les coefficients de A, B les coefficients de B. Cette preuve, c'est en fait une récurrence sur N, P étant fixé. Soit P fixé, récurrence sur N. Et en plus, c'est une récurrence qui ne correspond pas à N égale 0. L'initialisation est pour N inférieur ou égal à P-1. Donc maintenant, je dois prouver l'existence d'un quotient et d'un reste qui conviennent. Je ne dois pas prouver l'unicité, je dois prouver l'existence.
Alors, l'initialisation n'est pas bien méchante. Si P est de degré petit p, et A est de degré inférieur, quel est le quotient, quel est le reste? C'est très simple. A est de petit degré, de degré inférieur à B. C'est quoi le quotient, c'est quoi le reste? C'est pas bien méchant. Si vous voulez écrire la division euclidienne de x moins 2 par x cube plus 3x carré moins 2x moins 4. Vous commencez à dire quoi? Dans x moins 2, combien de fois vaut x cube, machin bidule? Combien de fois ça va? 0 fois. Et le reste, c'est x moins 2. C'est fini. D'accord? La division euclidienne de ça, c'est ça. Dit d'une manière plus générale, le quotient il vaut 0 et le reste, c'est A. C'est d'accord? Si A est de degré inférieur strictement à B, la division euclidienne, il n'y a rien et on ne fait rien, quoi. Il ne se passe rien. Ok? Et en réalité, on suppose la propriété vraie. Vous aurez noté qu'il y a bizarrement des trucs écrits d'une autre couleur. Hein. Bon. Hein, vous n'écrivez pas ça encore. Hein. Ça c'est faux, c'est faux, c'est pas que c'est faux, mais il va falloir que je le revienne. Prouvons-le au rang n plus 1. Donc je suis en train de vous dire que A c'est le polynôme an plus 1 xn plus 1 plus an xn plus a0 et B c'est le polynôme bp xp plus b0. J'ai omis de dire quelque chose. Grand B est de degré pile petit p. Et donc ici je peux écrire. Je sais pas comment. C'est ça, BP différent. Sinon, le degré de P serait inférieur ou égal à P. Et alors, à droite, je commence à poser la division. Enfin, à droite, non, pas à droite, en dessous. Je commence par poser la division euclidienne de A par B. Je commence, rassurez-vous, je ne vais pas la mener jusqu'au bout. Qu'est-ce que je commence à écrire ici? Allez, quelques noms. Qu'est-ce que je commence à écrire ici? Dans un ça, combien de fois vaut un ça? Commençons par regarder la puissance. Quelle est la puissance de je l'ai fait ça? N plus 1 moins P. De sorte que, et je vais le faire le produit, je vais avoir x puissance n plus 1 moins P plus P, les P vont se compenser, j'ai x puissance n plus 1. Et que vais-je mettre comme coefficient de ce x? A, c'est ça, A n plus 1 sur BP. De sorte que, quand je multiplie par BP, je vais obtenir justement A n plus 1, x n plus 1. Vous sommes d'accord? J'ai écrit les petits et là j'ai eu tort. C'est là que je dois écrire les petits. Là je vais avoir plein de trucs à transmettre. Mais quand je vais faire la différence des deux, précisément les xn plus 1 dégagent. Précisément les xn plus 1 dégagent. Ce qui va me rester, c'est un xn avec devant un coefficient
un coefficient inepte qui va être BP moins 1 sur BP AN plus 1 XN. Et donc là, je vais avoir un machin A trans qui va être AN moins BP moins 1 sur BP AN plus 1. Il est A trans, on a fait sa valeur numérique de la banque de espèce. D'accord? Dit d'une autre manière. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que je commence ma division euclidienne en disant que A, c'est égal à B fois AN plus 1 sur BP XN plus 1 moins PB plus un machin qui va être le reste provisoire qui est là, et qui va être de 2 quoi. Ça, je vais le recopier ici. Et ça va être de degré n. Nous sommes d'accord? Il y a xn, c'est le degré n. Ça va être de degré n. Donc, A moins AN plus 1 sur BP XN plus 1 moins P fois B. Ça, c'est 2 degrés n. Puisque c'est 2 degrés n, je peux lui appliquer la propriété de récurrence. On lui applique l'hypothèse de récurrence. Je sais l'écrire sous la forme BQ plus R. Attention, il ne faut pas écrire Q et R en ces quotients. Je vais l'appeler Q1 et R1, les quotients. On sait écrire sa division euclidienne par B. Il existe Q1 et R1. Tel que ce truc I2 est égal à BQ1 plus R1. Avec degré de R1 strictement inférieur à degré de B. Ce truc I2, c'est d'où A égale plus R1, B facteur de Q1 plus AN plus 1 sur BP, X N plus 1 moins P. Ouf! C'est quoi ce que j'ai écrit tout en bas, tout à gauche? Je vais même rajouter et degré de R1 strictement inférieur à degré de B. C'est quoi ce que j'ai écrit tout en bas, tout à gauche? C'est précisément, ouais, de A par B. J'ai gagné. Je viens de prouver que j'arrive à diviser A par B. En trouvant un quotient qui est atroce et un reste qui est tellement moche que je n'ai pas exprimé. Ce qui prouve l'existence d'une division euclidienne A de degré n plus 1, ce qui prouve l'hérédité. Vous sommes d'accord? Ce qui prouve l'hérédité. Et alors évidemment, il y a quelques petits problèmes qu'on va corriger. Enfin, l'essentiel, c'est là. Avec cette idée de faire apparaître ce terme déplorable, en fait, ce terme déplorable, il vient d'une bonne raison, il vient de là. D'accord? Évidemment, si on vous balance ce terme, en fait, ce terme, il est simplement pour compenser le terme de xn plus 1. En fait, ce terme-là vient pour diminuer le degré de A. C'est tout. Ok?
Et alors, il y a 2-3 petites pétouilles dans ce que je vais décrire. Qu'on va corriger, qu'on va modifier. Oui. C'est une récurrence forte. Non? Ah. C'est ça, très bien. En fait, elles ont raison, c'est faux. Là, le terme que j'ai mis en rouge, il n'est pas de degré n, vous savez rien. Parce que peut-être que ce terme jaune, il vaut 0. Ainsi, ce terme rouge est de degré inférieur ou égal à n. Vous êtes d'accord? Il pourrait y avoir une compensation avec perte de degré. Dès lors, ici, ce terme est de degré inférieur ou égal à n. Je dois lui appliquer l'hypothèse de référence. Eh bien, l'hypothèse de référence, je l'ai telle que je l'ai écrite, elle ne marche pas. Parce que là, j'ai écrit pour un certain n fixé. Non, je dois dire jusqu'à un certain n fixé. C'est une référence forte. Ouais. Et il y a un dernier point qui est nécessaire de voir. C'est que ce n, il n'est pas n'importe qui, il doit être supérieur à... Il n'est pas fixé quelconque, il est fixé quelconque supérieur à... Supérieur ou égal à... Inférieur à... Désolé. Oui, supérieur à... À quoi? À P. Alors je crois que ça peut être P-2. Et c'est ça, vous avez raison. Non, à P-2. Puisque regardez, le passage de l'initialisation et de l'héritier, il commence à n égale P-2. Ça va d'accord? En fait, l'hérédité se moque de ce qui se passe avant P-2. À la limite, là, vous pourriez même écrire fixé égal à P-1. Pour passer de P-1 à P, pour commencer à avancer la pompe. Et alors, où est-ce que ça se voit dans les calculs? Ça se voit ici. Si P est trop grand, ça n'appartient pas à N. Ça doit être un entier naturel. Pour cela, il faut que N plus 1 soit supérieur ou égal à P, c'est-à-dire que N soit supérieur ou égal à P moins 1. Là, j'ai écrit, c'est illisible. Supérieur ou égal, c'est vrai que là, il vraiment ça, ça va peut-être moins d'être. Ou égal à P moins 1. Voilà, une preuve difficile. Malheureusement, ce chapitre, au final, il est assez simple, mais il y a pas mal de preuves difficiles. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Je ne compte pas répondre à beaucoup de questions, je compte plutôt, j'ai encore une ou deux questions, et après je vous laisse décanter, parce qu'il faut vous y frottiez par vous-même. Non. Et puis je réponds donc aux questions, aux plus grosses questions, ultérieurement, après que vous y réfléchissez, à tête reposée. Non, il n'y a pas de questions? Oui. Pourquoi en bas à droite, Là? Oui, on sait écrire. On lui applique l'hypothèse de récurrence, on sait écrire sa division euclidienne par D. En fait, on sait écrire, c'est pas terrible. Il existe une division euclidienne de ce polynôme par D. Voilà, on va retomber maintenant sur les choses simples, puisqu'on va se mettre à parler de racines d'un polynôme.
c'est qu'il y en a une qui en plus va devoir ça, se taper ça en vidéo. Donc, sinon, c'est bon? Non? On va à la question? Oui. Comment vous êtes passé du tel que à l'autre? Où est-ce que vous avez mis en Parce que ça à droite. Tout simplement. Et j'ai rajouté ceci pour que vous ayez bien sous les yeux la structure, la forme d'une division euclidienne. A égale B fois quelque chose plus R, plus quelque chose plus R, et la condition sur les deux. Et qu'est-ce que ça, c'est égal à récurrence? Avant, c'est récurrence. Eh bien, ça, je le note Q. Ça, je le note R. Je viens de vous écrire A égale B plus R, avec degré de R, c'est quand même inférieur à degré de B. C'est exactement ce que je voulais démontrer. J'ai réussi à écrire A égale B plus R avec une condition sur le degré de R. D'accord? Ça, c'est pas méchant, la partie méchante, et donc, vous commencez à essayer comment ce qu'il y a là, et quand ça sera clair, vous avez la réponse. D'accord? Bon, la preuve de l'existence sera mise. Hein. Elle ne sera pas au point de l'unicité, non, l'unicité, elle y sera. L'existence, elle ne sera pas. C'est pas la peine non plus. Enfin, elle est au programme. Normalement, je ne devrais pas le faire. Enfin, je ne devrais pas le faire. Je devrais la mettre au programme de quoi. Sa figure est explicitée dans le programme. Et je le vois là. C'est bon? Allez, racine d'un polynôme. Définition. Soit P appartenant à K crochet X et alpha appartenant à K. On dit que alpha est racine du polynôme lorsque de P de alpha égale 0. Et alors l'instant mettre KPO, alpha c'est racine d'un polynôme. On dit aussi, c'est-à-dire alpha est solution de l'équation polynomiale P de x égale alpha. Égale 0. P de x égale 0, c'est l'équation. Alpha est solution de cette équation. On dit aussi alpha est racine de polynôme. Ça arrive fréquemment qu'on dise alpha est racine de l'équation. C'est fréquent. C'est là-dessus. Il n'y a pas de piège derrière. C'est incorrect, mais il n'y a pas de piège. Par contre, attention à ne pas écrire l'équation P de x égale 0 comme ça. Attention à ne pas l'écrire comme ça. Pourquoi? Alors évidemment, si vous l'écrivez comme ça, du moins quelqu'un qui est habitué à des premières années, comprendra ce que vous voulez dire. Mais quelqu'un qui lit vraiment des maths, quand vous écrivez ça, je ne sais pas, un chercheur par exemple, un chercheur, il risque de cliquer et de partir complètement à côté parce que si vous écrivez ce que j'ai écrit en dessous, grand X, c'est l'indéterminé, n'est-ce pas? Et hier, on a expliqué que P de grand X, c'était égal à P. Puisque P de grand X, c'est quoi? C'est P où on a remplacé grand X par grand X. Là, c'est P où on a remplacé grand X par petit x, ou là, P où on a remplacé grand X par alpha. Donc là, c'est un réel complexe. Là, c'est un réel complexe. P de grand X, c'est un polynôme. Et donc, quelqu'un qui lit ça, il peut très bien comprendre que vous vous demandez est-ce qu'on est en train de résoudre l'équation grand P est le polynôme nul et pas P de x est le réel nul. Et donc là, il va vous dire ah ben, cette équation, son inconnu, c'est pas x, parce que grand x, malgré son nom d'indéterminé, elle est parfaitement connue. Le seul truc qui peut être inconnu ici, c'est P. Et donc quelqu'un peut vous dire de bonne foi, ah ben cette équation, sa seule solution, c'est le polynôme P égale 0. Ils sont d'accord?
Alors, je le répète, un couleur, il est vacciné contre ça. Il sait très bien que c'est noir que vous faites. Mais, bon, voilà. Mais c'est bien. D'accord? Et alors, nous avons un théorème qu'en fait, j'ai déjà démontré, théorème, alpha est racine de P, si et seulement si, x moins alpha divise P. Exemple. Exemple d'application. Les exemples numériques simples, je les ai déjà faits. Un exemple un peu plus fastidieux, enfin fastidieux, pas fastidieux, ambitieux. Que dire des polynômes de degré 1 qui divisent x carré plus 1. Que dire des polynômes de degré qui divisent x carré plus 1? Un tel polynôme, je vais peut-être poser mes notations. B, il s'écrit, comment l'écrire, lambda x plus mu, avec lambda non nul. D'accord? Et donc, B divise A, que tout le monde est d'accord pour dire que c'est équivalent à dire ça. Lambda x plus mu divise A, c'est pareil que x plus mu sur lambda divise A. Oui? Si c'est pas clair, je vous le détaille. B divise A, c'est équivalent à... Il existe C tel que... A égale BC. C'est-à-dire qu'il existe C tel que A égale lambda x plus mu fois C. Notez d'ailleurs que comme A est de degré 2, vous savez que C est de degré 1. Exactement. Ouais, mais ça, je vous l'écris sous cette forme. Ok. Et quitte à noter D égale lambda C, c'est pareil qu'écrire. C'est ça aussi. Il existe D appartenant à C crochet A, K crochet X, tel que A égale X plus mu sur lambda D. Celui-là, je vais le noter D. D'accord? C'est bon ou c'est pas bon? C'est qui alpha ici? Et donc, non, excusez-moi, j'ai raté la dernière manche. C'est équivalent à ce que je devais vous prouver. X plus mu sur lambda divise A. Ok? Et alors, c'est qui la racine de A? On a trouvé. C'est moins mu sur lambda. C'est ça. C'est celui-ci. Moins nu sur lambda est racine de A égale x carré plus 1. Ok? Et donc, si et sur ainsi, A, c'est, je crois, depuis le début du cours sur les polynômes, la première fois que je ferai sur ça va dépendre si on travaille sur R ou sur C. C'est impossible dans R. En revanche, dans C, c'est possible. Si et sur ainsi, lambda égale mu égale... pardon.
Impossible. Si k égale R. Et qui est ça ainsi? Moins lambda sur moins mu sur lambda égale plus ou moins i si k égale c. Et donc, qui sont les diviseurs des polynômes de x carré plus 1? Quels sont les diviseurs de degré 1? Il n'y en a aucun sur R, et dans C, il n'y en a que 2. A, un scalaire multiplicatif, lambda près. Ils sont d'accord? Voilà. Cette notion de racine, elle va un peu plus loin que ce que nous connaissons jusqu'à présent. Certes, elle sert à résoudre les équations, mais ça va quand même un petit peu plus loin. Oui. Pourquoi Ah, vous voudriez l'écrire une seule fois? Oui, si vous voulez. Sauf que là, je change. Donc, bon. Oui. C'est bon? Et alors, on a petit. Laisse j'ai oublié. Ça, c'est petit a. J'ai oublié petit b. Petit c. Petit c. Un lemme et son corollaire. Si alpha 1, alpha 2, alpha n sont des racines distinctes de P, alors le produit de k égale 1 jusqu'à n des x moins alpha i divise P et son corollaire un polynôme non nul de degré n admet au plus n racines distinctes. Alors, et non. Je l'ai écrit parce que je dois le seul polynôme. Il a une définition de la racine. Le polynôme. Alors, il faudra commenter tout ça. Le lemme, c'est la preuve du lemme, je vous la laisse pour demain. Demain, on redémontrera la preuve de ce lemme. Réfléchissez-y, c'est pas bien méchant. Qu'est-ce que j'ai fait la bêtise, vous avez raison. Ça, c'est un cas. Vous avez raison, merci. Je me concentre maintenant sur le corollaire et la remarque. D'ailleurs, je vais l'écrire d'une manière différente. Je vais mettre un grand N.
change rien au final, hein, mais c'est juste pour la démonstration du courant. Alors, j'admets donc, provisoirement, que si vous avez n, petit n en racine distincte, attention, le fait d'être distinct est crucial. Alors, le produit des x moins alpha k divise le polynôme. Ça ne doit pas vous sembler trop surprenant, hein, si vous avez une racine, alpha 1, x moins alpha 1 divise le polynôme, et si on a une deuxième, x moins alpha 2 divise le polynôme, et donc le produit va diviser le polynôme. Voilà. Il faut le rédiger, il faut le prouver, mais bon, c'est pas bien méchant. Le corollaire est le suivant. Si vous avez un polynôme qui admet grand n, si vous avez un polynôme de degré grand n, alors il ne peut pas avoir plus de grand n racine. Pourquoi? Notons petit n, le nombre de ces racines distinctes. D'accord? Je note petit n ce nombre. Je les appelle alpha 1 jusqu'à alpha n, ces racines distinctes. Alors ça divise P. Et où est le souci? C'est ça. Le polynôme qui est à gauche, quel est son degré? C'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, autant de fois qu'il y a de k. X moins alpha k, c'est le degré 1. Quand on fait un produit de polynôme, on additionne les degrés. Donc le degré de ce polynôme, c'est 1 plus 1 plus 1 plus 1, n fois. Donc c'est petit n le degré de ce polynôme. Mais si ce polynôme divise grand P, alors son degré est inférieur à celui de grand P. Donc petit n est inférieur ou égal à grand n. Si un polynôme a petit n racine distincte, alors petit n est inférieur ou égal à grand n. Au plus, grand n racine distincte. Petit n est inférieur ou égal. Vous êtes d'accord? C'est d'accord pour tout le monde? Ou ça nécessite d'être rédigé? C'est bon? Bon. Le corollaire est le suivant. Le seul polynôme qui a une infinité de racines, le polynôme nul. Pourquoi? Parce que s'il n'est pas nul, il a un degré. Il a un degré entier qui est un majorant du nombre de racines. Par exemple, le polynôme de degré 3 a au plus 3 racines. Le polynôme de degré 10 a au plus 10 racines. Si vous avez une infinité de racines, c'est que vous êtes le polynôme nul. C'est le seul polynôme. Ainsi, quand vous tracez le graphe d'une fonction polynomiale, une fonction polynomiale, elle ne fera jamais ça. Pour être constante, par exemple, à partir de 1. Aucune fonction polynomiale ne peut être constante égale à 0 à partir de 2. Et pas avant. Pourquoi? Parce que si vous avez une fonction qui fait ça, ça veut dire que tous les nombres supérieurs ou égaux à 1 sont racines. Solution de l'équation, c'est des racines de polynôme. Ça vous fait une infinité de solutions. Et donc c'est le polynôme libre. Et donc son graphe avant 1, il ne peut pas être ça. Vous êtes d'accord? Voilà, un polynôme, ça ne peut pas présenter ce dessin. Un polynôme, sauf le polynôme libre, ça ne peut pas s'annuler une infinité de fois. C'est pour ça que chaque fois que vous avez rencontré un polynôme, on le dessine avec des ondulations éventuellement, mais jamais avec des plats sur l'axe horizontal. Jamais. C'est pas possible. Et alors ça, c'est un corollaire sur lequel on va finir la séance. Un isomorphisme. Alors, ça fait le vocabulaire qu'on va dégainer fait peur, mais en fait, l'idée est toute bête. Comment est-ce que je vous ai montré, comment est-ce que je vous ai défini les polynômes? En disant qu'un polynôme, c'est associé aux fonctions polynomiales définies sur R à valeur d'un quart. Mais une fonction polynomiale, on peut aussi avoir besoin de la définir sur une partie plus petite ou plus grande d'ailleurs que R. En fait, j'ai identifié les polynômes aux fonctions polynomiales définies sur R à valeur d'un quart. Mais on peut identifier les polynômes à des fonctions polynomiales définies sur un ensemble plus ou moins grand, soit I, une partie infinie de K. Par exemple, I égale R. Par exemple, I égale 0,1. 0,1 c'est infini. Par exemple, I égale R+, mais aussi I égale K. Si par exemple, si vous voulez regarder les fonctions définies sur C.
0,1 c'est infini, c'est clair pour tout le monde que 0,1 c'est infini. C'est borné, mais c'est infini. C'est infini dans le petit, dans les infiniment petits, mais c'est infini quand même. On note Paul de I et de K, l'ensemble des fonctions polynomiales définies sur I à valeur d'un cas. Et bien on a une proposition. Pardon. Et pour P appartenant à K chez X, on note P tilde, la fonction polynomiale associée. Et bien on a un théorème qui nous dit que l'application suivante est une application, alors elle est définie sur K chez X, à valeur d'un poly K qui a P associé P tilde est une application linéaire objective remarque, ceci se résume en disant qu'on peut identifier polynôme et fonction polynomiale. Alors, la difficulté de ce paragraphe, c'est de comprendre que c'est très simple. C'est très simple. C'est pour ça que je vous ai balancé la quasi-totalité d'emblée, parce que c'est la remarque qui fait comprendre que c'est très simple. C'est quoi une objection entre l'ensemble des polynômes et l'ensemble des fonctions polynomiales? Ben, ça veut dire qu'à chaque polynôme, il y a sa fonction polynomiale et réciproquement. C'est-à-dire qu'il y a une correspondance bijective entre les deux ensembles, et les deux ensembles ont des éléments associés de manière non équivoque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque polynôme a sa fonction polynomiale et réciproquement. Vous le savez bien, c'est la manière dont je vous ai défini les polynômes. Alors, quelle est la nouveauté? Et la nouveauté, c'est ça. Je vous ai défini les polynômes avec les fonctions polynomiales définies sur K, sur R, à valeur d'un K. Eh bien, la nouveauté, c'est que j'aurais pu prendre, non pas défini sur R, mais défini sur I. Et ce, quel que soit I, la nouveauté, c'est ça. C'est que les fonctions polynomiales définies sur R se comportent exactement comme les fonctions polynomiales définies sur 0,1 ou sur A+, ou sur C. C'est ça la nouveauté. On peut confondre un polynôme et sa fonction polynomiale définie sur R, mais également, et sa fonction polynomiale définie sur 0,1, et sa fonction polynomiale définie sur C. Enfin bref, on a une grande liberté dans le fait de confondre un polynôme et sa fonction polynomiale associée. Il est fréquent de devoir travailler avec des fonctions qui ne sont pas définies sur R, uniquement sur le sous-parti. Si du moins que cette sous-partie est infinie, c'est-à-dire dans 9 milliards 999 000 sur 10 milliards de cas, toujours quoi, les fonctions que vous regardez sont toujours définies sur une partie infinie. En pratique, elles sont définies sur des intervalles sur R, un intervalle c'est infini. Voilà. Désormais, on pourra dire qu'on confond un polynôme et une fonction polynomiale du moment qu'elle est définie sur un intervalle, sur un ensemble I raisonnable. Et alors, il faut le démontrer, ce théorème. La fonction P tilde, c'est donc la fonction polynomiale associée au polynôme. D'une manière toute
toute bête, je suis en train de vous dire que si P c'est 1 plus 2x, P tilde c'est la fonction qui a x, c'est aussi 1 plus 2x. Hein. C'est ça que je suis en train de vous dire. Hein. C'est tout. Hein. Bon. Ensuite, il faut que je vous explique que ça c'est linéaire. C'est-à-dire que si vous prenez P plus Q tilde, c'est P tilde plus Q tilde. La belle affaire, c'est la définition de l'addition des polynômes. Moi j'ai défini l'addition des polynômes en vous disant qu'on additionnait les fonctions polynomiales. Pareil pour le scalaire. Moi je vous ai défini lambda point polynôme en vous disant que c'est le polynôme associé à lambda point sa fonction polynomiale. Donc la linéarité de la fonction qui est là-bas, c'est par définition d'addition des polynômes. Ensuite, il faut que je vous prouve que c'est bijectif. C'est-à-dire que c'est injectif et surjectif. La surjection, par définition des fonctions polynomiales. C'est quoi les fonctions polynomiales? C'est les fonctions qui sont associées à un polynôme. Donc c'est une fonction de surjection. L'injectivité. Ah. Je suppose que je prends deux polynômes P1 et P2 qui ont la même image, qui ont la même fonction polynomiale. Alors il faut prouver que les polynômes sont égaux. Mais souvenez-vous de ce qu'on a fait au tout début du cours. On a montré que si deux fonctions polynomiales coïncidaient, alors elles ont les mêmes coefficients. On a montré que si deux fonctions polynomiales réelles coïncidaient, alors elles ont les mêmes coefficients. Vous êtes d'accord? C'est pas si loin ça. Si P1 tilde égale P2 tilde, c'est si P1 et P2 tilde coïncident, alors elles ont les mêmes coefficients. Prouver l'injectivité de ça, c'est prouver l'injectivité dans le cas plus général où elle coïncide non pas sur R, mais sur I. Vous êtes d'accord? Voilà, ça c'est généralisé ce qu'on a vu. Un début de cours. La définition des polynômes, c'est avec les fonctions polynomiales réelles. Ici, c'est avec les fonctions, on arrive à comprendre que j'aurais pu prendre autre chose que les fonctions polynomiales sur R. J'aurais pu prendre plein d'autres choses. J'ai pris le cas le plus simple, évidemment. Voilà. Des questions? Ça a l'air. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est la remarque. Hein. Désormais, si un collègue vous dit ah ouais, mais votre machine, c'est pas un polynôme, c'est une fonction polynomiale, vous dites pof, je les identifie. D'ailleurs, circuler, il y en a un bon. C'est ça qu'il faut comprendre. Allez. Un demi.